Les Radio Mali, les 13h à Ninkoro et à Konodomini, Région de Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga en 13e région d'Ouïla. Objectif, être plus proche des populations, recenser les problèmes afin de trouver des solutions idoines. Il a aussi visité la CMDT, l'un des fleurons de l'économie malienne en pleine égrenage. À Banyangara, l'heure est à la synergie d'action entre les autorités locales et les acteurs humanitaires pour souffler dans la même trompette sur les actions à mener au profit des communautés. Hors du Mali, au Niger, on se parle sans détour ni langue de bois pour poser les jalons d'un Niger émergent au bonheur de la Confédération AES. L'exercice s'appelle les Assises nationales de la refondation. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 gagnent du terrain encore plus. Ils viennent de prendre la ville de Bukavu. Et en Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu le prince héritier de Jordanie, Hussein Ben Abdallah. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. En sport, on parlera bien entendu de football avec la 6e journée du championnat national de Ligue 1 en retard. Le derby dans le sac du Djoliba AC face à son grand rival 1-0, le stade malien Bamako. Il sera également question de gymnastique, une discipline qui prend de l'essor dans notre pays. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer en ce lundi 17 février 2025. Tout d'abord, direction Kenyeba, précisément dans le cercle d'Abia ou Bilalikoto, où un incident malheureux s'est survenu ce week-end. Au moment où je vous parle, une délégation ministérielle est en place pour présenter les condoléances de la nation aux familles durement pleurées. Cette délégation est conduite par le ministre des Mines avec le ministre de l'Environnement, en charge de l'environnement, mais également le ministre en charge de la promotion de l'enfant et de la famille. Ils ont été sur le site avant de faire un tour dans les familles. Ils vont rencontrer les communautés dans un instant. C'est ce que nous signale notre envoyé spécial pour cette mission d'urgence à Kenyeba. Il s'agit d'Aridou Matina. Nous y reviendrons plus en détail dans nos futures éditions. D'ici là, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, était hier à Douila au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il a rencontré les cotonculteurs de la 13e région du pays. C'est pour reconnaître leur effort dans la reçue de la campagne agricole 2024. Le Premier ministre a également visité l'usine CMDT de Douila en pleine campagne d'égrenage. Déjà, l'usine a transporté et égrené 33 841 tonnes de coton-graines au titre de la campagne 2024-2025. Le point de cette visite à la CMDT, c'est avec les envoyés spéciaux de la presse de la primature, Mamari Kone et Aliou Touré. C'est une usine en pleine campagne d'égrenage de coton qui reçoit la visite du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. L'immersion au sein de cette usine construite en 1979 a permis au Premier ministre de voir tous les processus d'égrenage du coton jusqu'à la sortie de la balle de coton. Elle a une capacité de production actuelle de 52 000 tonnes de coton-graine en 150 jours. L'usine emploie 56 travailleurs permanents et 175 saisonniers. À la date du 14 février 2025, l'usine a transporté et égrené 33 841 tonnes de coton-graine au titre de la campagne agricole 2024-2025. L'usine de Djouila relève de la région CMDT des Fana, répartie en 4 secteurs dans 29 communes, 537 villages et 84 zones de production agricole. Aussitôt après la visite de l'usine, le Premier ministre a rencontré l'ensemble des cotonculteurs de la région de Djouila en présence du PDG de la CMDT, du ministre de l'Agriculture et d'autres acteurs du monde rural. Des cotonculteurs qui sont soutenus par les autorités de la transition, selon le président de la Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton, Bakary Kone. Ce dernier a salué les efforts du gouvernement avant de solliciter son appui pour l'augmentation de la production agricole de 3 à 4 tonnes à l'hectare, l'appui en équipement ainsi que la transformation sur place du coton malien. Pour sa part, le PDG de la CMDT a salué la contribution efficace de l'État malien au développement de la culture du coton dans notre pays. Mamadou Moustapha Diarra, PDG de la CMDT.
Merci pour le soutien que vous apportez à l'entreprise qui est la CMDT, la première entreprise économique du Mali. La CMDT emploie plus de 2000 permanents et plus de 3000 saisonniers. Ça, c'est juste l'emploi direct. L'emploi indirect que la CMDT crée à travers les huileries, à travers les fournisseurs d'intrants, à travers les transporteurs, à travers les banques. Pour certains, on fait 50% de leur chiffre d'affaires au Mali, les plus grands. Fait que de façon extrapolée, la CMDT, la filière crée un peu plus d'1 million d'emplois pour le Mali et couvre un territoire plus grand que beaucoup de pays africains de la sous-région. En l'occurrence, la zone cotonnière couvre 134 000 km². Et avec l'effort du gouvernement et l'effort des acteurs de la filière, nous allons atteindre des niveaux très élevés de production cette année, qui sera le 3e meilleur record de la CMDT depuis que la société existe. Le ministre de l'Agriculture, Daniel Kéléma, a invité les producteurs à respecter le calendrier agricole au moment où les changements climatiques sont une réalité. Aussi, il a salué les producteurs pour leur rôle dans l'atteinte de la sécurité. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État de mettre le monde rural au cœur du développement économique et social de notre pays. Mesdames et messieurs, l'ex-exploitant agricole, c'est une fierté pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous exprimer au nom du président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de l'agriculture, la gratitude du gouvernement pour tous les efforts consentis pour faire de la campagne agricole 2024 une véritable réussite. Malgré les difficultés et contraintes majeures qui ont émaillé la campagne écoulée, notamment les attaques de prédateurs et les inondations de parcelles dans certaines zones de production, les producteurs du secteur coton ont su faire preuve de résilience et de créativité en développant, entre autres, des solutions biologiques de lutte contre les insectes ravageurs de coton. Je les invite donc à redoubler d'efforts pour rehausser davantage la performance du secteur agricole et plus particulièrement la performance de la filière coton, pour maintenir notre position de leader de la production cotonnière en Afrique de l'Ouest. Selon le Premier ministre, la mise en œuvre des recommandations des assises nationales sur le coton permettra d'exprimer notre souveraineté dans le domaine de la filière coton et de prendre en main la CMDT. Garantir le développement durable, soutenu et harmonieux de notre système agricole, il faut nécessairement que l'ensemble des acteurs concernés s'engagent à la mise en œuvre coordonnée des actions de promotion agricole suivant les principes de synergie et de mutualité. Le chef du gouvernement a remis à 200 femmes productrices de la région de Dioula, victimes des inondations lors de la campagne agricole, 20 tonnes d'engrais organiques, 40 litres de biostimulants et d'autres produits. D'une région à une autre du sud, nous prenons la direction du centre, et précisément à Banyangara, où les acteurs humanitaires et les autorités locales resserrent leurs liens pour une meilleure coordination des interventions sur le terrain. C'est à la faveur d'une réunion du comité régional de coordination humanitaire et de développement. Ils ont échangé sur le défi lié à l'aide humanitaire et au développement, avec pour objectif d'optimiser leur action au profit des populations. Agibou Koulibaly. Cette rencontre a réuni des représentants des services étatiques, des partenaires humanitaires et des collectivités locales. L'accent a été mis sur l'échange d'informations sécuritaires et humanitaires, la nécessité d'une synergie d'action et l'amélioration des conditions d'intervention sur le terrain. Le chef du sous-bureau OCHA, Mopti Badiangara et Douanza, a souligné l'importance de la coordination entre les humanitaires et les autorités locales. Sylvain Bachaga Ginzi, chef du sous-bureau OCHA, Mopti Badiangara et Douanza. Dans ce contexte difficile, la coordination entre les autorités locales et les acteurs humanitaires demeure un pilier essentiel pour garantir une réponse efficace, cohérente, adaptée aux besoins des populations. La communauté humanitaire reste pleinement engagée à vos côtés, poursuivre et renforcer notre collaboration avec vous afin d'assurer une assistance plus efficace, plus rapide et mieux adaptée aux réalités locales.
De son côté, le gouverneur de la région a salué les efforts déjà consentis par les partenaires et réaffirmé l'engagement des autorités locales à faciliter le travail des intervenants sur le terrain. Colonel-major Olivier Diassana, gouverneur de la région de Badjangara. La coordination entre les autorités locales et les acteurs humanitaires est plus que jamais nécessaire. Il est primordial que nous continuions à travailler ensemble, main dans la main, afin de garantir une réponse efficace, cohérente et adaptée aux besoins du terrain. À l'issue de la réunion, les membres du comité régional de coordination humanitaire et du développement ont exprimé leur volonté d'intensifier leurs échanges et d'œuvrer ensemble pour une meilleure gestion de l'urgence humanitaire et du développement dans la région de Badjangara. Une dynamique de concertation qui, à terme, pourrait renforcer la résilience des populations locales face aux défis sécuritaires et sociaux. De la 19e région, Badjangara, on met les câbles sur la 4e Ségou. Là-bas, les membres du comité de suivi du contre-plan, État, Office du riz et exploitants ont procédé à la tenue de la 11e session du comité. Le rapport d'évaluation de la première année du 11e contre-plan 2024-2026 est le principal document qui a été soumis à l'analyse des participants. Honoré chez nous pour les détails. Parmi les documents soumis à l'analyse des membres du comité figure le rapport d'évaluation de la première année du 11e contre-plan. Aussi, il s'agit pour les membres du comité de formuler des recommandations pour l'atteinte des objectifs. À l'analyse du rapport, l'année 2024 s'est déroulée dans un contexte difficile malgré les réalisations enregistrées. Djakardia Damele, président du comité de suivi du contre-plan. Certes, la subvention de l'État est modeste face à l'importance des défis à relever, mais ce soutien reste toujours une contribution majeure au renforcement des capacités de l'Office Riségou dans toutes ses dimensions. Je demeure convaincu à la capacité de l'Office Riségou de relever les défis, mais cela suppose beaucoup plus d'engagement de la part, non seulement de la direction générale, de tout le personnel de l'Office, mais également de l'ensemble des producteurs affiliés à l'Office Riségou. Cette rencontre, c'est aussi l'occasion d'étudier le niveau des engagements au titre de l'année 2024. Amédée Kamaté, directeur général de l'officerie Ségou. Par rapport à nos prévisions, sur 204 000 tonnes de riz, nous sommes à 166 tonnes, tout céréales, production confondue. Il y a eu beaucoup de pluie. La crue a été exceptionnelle, ce qui a causé beaucoup d'inondations. Ibrahim Djiré, président de l'association Nieta. Nous avons pu réaliser la majeure partie de nos prévisions, mais les grands problèmes ont été les retards dans les subventions et les dégâts causés par les inondations. À ces difficultés évoquées, des recommandations seront formulées pour mieux orienter les interventions de l'officerie Ségou. Honoré Tchenou et Bagadi Traoré pour l'ORTM. 13h12, actualité hors de Mali. Au Niger, les fils et les filles du pays soutenus par le Mali et le Burkina Faso se parlent pour la refondation du pays. C'est à la faveur des assises nationales de la refondation qui vont définir les principes fondamentaux devant régir la transition. C'est dans l'exclusivité avec plus de 700 personnes, toutes compétitions confondues, qui prennent part aux travaux. Le point avec notre envoyé spécial à Niamey, Mohamed Kayantao. Plus de 700 personnes et représentant toutes les couches socio-professionnelles sont appelés à se prononcer sur les préoccupations du peuple nigérien. 5 jours sont donc mis à profit pour débattre des sujets de paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale. Les participants débattent également des thèmes relatifs à la refondation politique et institutionnelle. À ceci s'ajoute la justice et les droits de l'homme. Dr Mahmoudou Aruna Djingare, président de la commission de l'organisation des assises nationales pour la refondation du Niger. Ces assises visent à poser les bases d'un Niger renouvelé, tiré de nos réalités historiques, socio-économiques, politiques et culturelles. Ces assises sont censées rallumer la fibre patriotique et recoudre le tissu social et permettre à chaque Nigérien de se sentir chez soi, car c'est un tournant décisif dans l'histoire de ce pays de l'AES qui a connu un changement le 26 juillet 2023 sous la houlette du général Abdourahmane Tiani, qui appelle aux différentes commissions à s'impliquer pour que ces assises soient une réussite. Je vous invite tous, ici et partout ailleurs sur l'ensemble du territoire national et dans notre confédération, à plus de vigilance pour préserver notre sécurité et pour faire échec
aux manœuvres sournoises de déstabilisation venant de l'ennemi. Chaque Nigérien, chaque citoyen de la Confédération doit se conduire en digne soldat, défenseur de la patrie, de notre espace commun. C'est cela notre devoir. En parlant de défenseur de la patrie, je vais une fois de plus rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité et à notre vaillant peuple qui continue de se battre pour notre souveraineté et notre dignité dans l'honneur. De ces assises, le Mali et le Burkina ne sont pas restés en marge. Les autorités de ces deux pays ont dépêché des experts qui apportent leurs expériences, dont le Niger a plus que besoin pour son total épanouissement. Niamey, Mohamed Kayantao pour l'ERTM. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé hier les résultats provisoires des élections sénatoriales. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République, UNIR, arrive en tête avec 34 sièges sur les 41 à pourvoir. Les autres partis et candidats indépendants se sont partagés le reste des sièges. Après l'annonce, le président de la CENI a précisé que les résultats seront transmis sans délai à la Cour constitutionnelle qui est seule habilitée à proclamer les résultats définitifs. En République démocratique du Congo, le groupe armé M23 a pris hier le contrôle de Bukavu, capitale du Sud Kivu. Les rebelles qui occupent les postes frontaliers et les bâtiments administratifs ont déclaré vouloir rétablir l'ordre et protéger les populations. La situation a été dénoncée par les autorités congolaises depuis Kinshasa et également plusieurs chancelleries occidentales. En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier le prince héritier jordanien Hussein Ben Abdallah au Caire pour discuter de la situation de Gaza. Les deux pays appellent à la reconstruction et rejettent le déplacement des Palestiniens. Les deux dirigeants ont réaffirmé que la création d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale restait la seule garantie d'une paix durable et de stabilité au Moyen-Orient. Par ailleurs, l'Égypte a annoncé accueillir un sommet extraordinaire des pays arabes le 27 février prochain pour discuter des derniers développements dans les territoires palestiniens. Aux États-Unis, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé depuis aujourd'hui en Arabie Saoudite pour une visite de quelques jours au Moyen-Orient. Après l'Arabie Saoudite, il sera aux Émirats Arabes Unis, après Israël. L'objectif de cette visite est de s'entretenir avec les dirigeants saoudiens, émiratis et israéliens de la proposition du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Enfin, en Haïti, une nouvelle attaque des gangs armés a fait hier 3 morts et plusieurs blessés au sein des forces de l'ordre. L'attaque a eu lieu dans la zone stratégique où sont installées les antennes de toutes les stations de radio et de télécommunications, selon le maire Jean Massillon. Les gangs veulent à tout prix avoir le contrôle de la commune. La police a annoncé avoir repris le contrôle de la situation, mais l'inquiétude reste toujours dans la capitale. Dans un instant, le sport. Dans l'actualité sportive de ce lundi, il sera question de gymnastique avec la fin de la première édition du championnat national de la discipline. Il sera aussi question de basketball. L'équipe nationale senior messieurs du Mali sera soupée au Maroc pour la dernière fenêtre de qualification de l'Afro-Basket masculin 2025. Et en football, l'actualité reste dominée au plan local par la 6e journée du championnat national de Ligue 1 en retard. Hier, le Doliba AC a remporté le derby de la capitale malienne face à son grand rival, le Stade malien Bamako, 1-0. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenou. Le Djoliba a remporté hier le match de la 6e journée en retard du championnat national professionnel de Ligue 1 face au Stade malien Bamako, battu 1-0. Dans cette rencontre entre les deux clubs rivaux, le public n'a pas eu droit à une partie riche en spectacle. Les protégés de Demba Mamadou Traoré ouvrent logiquement le score à la 19e minute de jeu. Adama Goïta est l'auteur de ce but marqué à la conclusion des mouvements collectifs. 1-0, score qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final, malgré un penalty manqué par le Stade de Bamako en toute fin de partie. Pour Matou Kanemourlé, entraîneur du Stade de Bamako, son équipe était dans les meilleures dispositions seulement en deuxième période, mais a manqué de chance. Il a dit au micro de Salif Ouedraogo. La première mi-temps nous a échappé un tout petit peu, trop précipité, on était trop engagé. Il fallait être patient et attendre
Le moment venu de jouer, on a trop précipité jusqu'à ce qu'on a pris le but. C'est dommage. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on a essayé de faire ce jeu. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. Pour ce qui est de Mamadou Traoré, entraîneur de Djoliba, c'est un bon point à prendre, surtout en position de leader. Toujours au micro de Salif Ouedraogo. Ça a été un match difficile, pas évident au début. Difficile, on le savait. Ensuite, c'était un match où le vainqueur allait avoir un ascendant psychologique sur son adversaire du jour. Un match à public énorme, mais pas un match décisif pour le titre de champion. Répondre au duel, je pense qu'il a eu, sur l'ensemble des 90 minutes, je pense qu'on a eu beaucoup plus de possibilités de scorer. Le Djoliba fait désormais un cavalier seul en tête du classement avec 24 points et 2 matchs en retard. Le Salman de Mako est 7e avec 16 points et 2 matchs en retard. Basketball, l'équipe nationale senior masculin s'envole demain dans la nuit pour le Ram Chérifien où aura lieu la dernière fenêtre de qualification de l'Afro Basket 2025. Pour rappel, le Mali est dans la poule A et troisième avec 4 points respectivement derrière la République démocratique du Congo 6 points et le Soudan du Sud 5 points. Lors de la fête précédente, 18 novembre dernier au Sénégal, les aigles masculins sont fin prêts pour aborder ce dernier virage. Conscient de l'enjeu, aucun détail n'a été négligé. Le Mali fera sa première sortie contre la République démocratique du Congo le 21 février à 18h avant d'enchaîner avec le Soudan du Sud le samedi 22 février à 21h. Et enfin, le Mali et le Maroc croiseront le fer le dimanche 23 février à 17h. On termine par la gymnastique. Fin de la première édition du championnat national de gymnastique au Mali. La commune 5 et la commune 6 sont respectivement championnes du Mali en gymnastique aérobique et gymnastique step dance. Le ministre en charge des sports qui a présidé la cérémonie a livré ses impressions après cette grande première. Abdou Kassimi Ibrahim Fomba, micro de Awa Kamissougou. Il y a des fédérations vraiment qui sont en train de remplir pleinement leur mission et la fédération de gymnastique est en train de faire le travail non seulement à travers la promotion de leur discipline mais également au renforcement des capacités de leurs athlètes. Le fait de tenir des championnats de ce genre-là, ça pousse les athlètes à se surpasser. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des fédérations qui ont des visions, des fédérations qui sont là pour accompagner, pour aider le département dans son travail et l'État de façon globale. La devanture du stade du 26 mars a vibré au rythme de cette première édition les 15 et 16 février. C'est sur ces notes du sport que s'achève ce journal. À 13h passées de 20 minutes à Saint-Mégard et à Dramane, région des Cailles. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde, Bintou Traoré, mise en ligne, Badi Touré, réalisation, Draman Sanogo. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Koumba Sissé, mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Fatim Damili sera là pour les avis et communiquer. Et moi, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bonne semaine à toutes et à tous.